Bon, bienvenue. Plongeons aujourd'hui dans une histoire dont les échos résonnent encore pas mal en Méditerranée. Ah oui, tout à fait. On pense à cette frégate turque, la Barbaros, souvent mentionnée lors des tensions récentes en Méditerranée orientale. Mm. Ce nom, il n'est pas choisi au hasard, hein. Il renvoie à une figure légendaire, Khair ad-Din Barberousse. Exactement. Amiral ottoman du XVIe siècle. Et ce nom, il nous ouvre les portes d'une époque vraiment tumultueuse, fascinante, celle des frères Barberousse. Oui, et on les réduit souvent à l'image de corsaires un peu redoutables, c'est vrai? C'est ça. Mais leur histoire, en fait, c'est une saga politique, militaire d'une ampleur considérable. C'est précisément ce parcours qu'on va essayer d'explorer. Comment ces hommes, issus d'un milieu modeste à Lesbos, Oui, très modeste même, fils de potier pour certains. comment ils ont pu grimper comme ça au point de devenir des acteurs incontournables des jeux de pouvoir entre les grands empires de l'époque. C'est la grande question. Notre objectif, c'est un peu de décrypter les étapes clés de leur ascension, de saisir le contexte géopolitique aussi. Et de comprendre l'influence durable qu'ils ont pu avoir. On va s'appuyer pour ça sur une analyse historique assez fouillée. Ok, alors commençons par le commencement, Lesbos, fin du XVe siècle, c'est ça? C'est ça. On est sur une île qui vient d'être conquise par les Ottomans en 1462. Et dans ce contexte, on trouve la famille de Yacoub Reis, D'accord. un Albanais converti à l'islam, ancien marin ou soldat ottoman peut-être, marié à Catalina, une veuve grecque. Milieu modeste, vous disiez. Très modeste, oui. Ils vivent sans doute de la poterie. Et ils ont 4 fils. Harouj, Ilyas, Ishak et le plus jeune, Khizr. Khez, celui qui deviendra Khair ad-Din. Exactement. Celui que l'histoire retiendra sous le nom de Khair ad-Din Barberousse. Donc, des origines humbles, potier, comme le père, mais l'aîné, Harouj, il a d'autres idées en tête, visiblement. Très tôt, oui. Il prend la mer, d'abord pour commercer, et puis assez vite il se tourne vers une activité, disons, plus lucrative et plus risquée, la course. Ah, la fameuse course. Il faut peut-être qu'on s'arrête une seconde là-dessus. Parce que ce n'est pas exactement la piraterie comme on l'imagine, n'est-ce pas? C'est une distinction vraiment essentielle pour comprendre l'époque. La course, c'est une forme de guerre navale, mais menée par des particuliers, les corsaires. D'accord. Sauf qu'ils agissent à être l'autorisation d'un souverain. Ils ont une lettre de marque. Ils ciblent les navires ennemis en temps de guerre. Mais aussi, et c'est là que la notion de corsaire est importante, Ouais. ils peuvent attaquer les navires de nations ou de religions considérés comme adverses, même sans déclaration de guerre formelle. Et une partie du butin revient au souverain, ça légitime l'activité. Contrairement à la piraterie qui est pour son propre compte sans autorisation. Exactement. Le pirate est hors la loi pour tout le monde. Le corsaire, lui, est un combattant légitime pour son souverain. Mais j'imagine que la frontière entre les deux devait être assez floue sur le terrain. Ah bah oui, sans aucun doute. On imagine bien des corsaires qui arrondissent un peu leur prise sur des navires neutres, mais intéressant. La Méditerranée du XVIe siècle, c'est une zone grise, vraiment. C'est un espace de conflit permanent, j'imagine, surtout après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Oui, ça exacerbe les tensions religieuses, l'expansion ottomane déploie ses flottes, ses corsaires. Mais attention, il ne faut pas imaginer la Méditerranée uniquement comme un champ de bataille, hein. Ah non, malgré cette insécurité. Paradoxalement, oui. Le commerce continue et il est même florissant. Les Génois, les Vénitiens, les Marseillais, les Catalans, ils continuent d'échanger énormément avec l'Afrique du Nord. Ils échangent quoi, par exemple? Du corail, du blé, de la laine, des épices, de l'or qui remonte du Soudan. Les affaires continuent, même sous la menace des corsaires. Qu'ils soient chrétiens, comme les chevaliers de Malte, Ou musulmans, ce qu'on appelle les barbaresques. c'est ça, terme chrétien pour désigner les corsaires d'Afrique du Nord. Et c'est dans tout ce bouillonnement qu'Harouj, l'aîné des Barberousses, va faire ses premières armes. Racontez-nous un peu ses débuts. Ça n'a pas été un succès immédiat, si j'ai bien compris, hein. Effectivement, il s'engage jeune sur un navire, mais il est capturé par les chevaliers hospitaliers de Rhodes, des ennemis redoutables. D'accord. Et son jeune frère Ilyas est tué pendant le combat. Harouj, lui, se retrouve galérien pendant plusieurs années. C'était un sort terrible. Et une arrive à s'évader? Oui, il réussit à s'échapper. On ne sait pas exactement comment, peut-être avec une aide extérieure. Mais c'est un vrai tournant. L'évasion qui lance sa carrière, en quelque sorte. Il ne retourne pas à la poterie, imagine.
Ah non, loin de là. Il trouve vite à s'embarquer, puis il obtient le commandement d'un petit navire, et c'est là qu'il fait venir ses deux autres frères. Ishak, l'aîné après lui, et surtout le jeune Khizr. Le futur Reher ad-Din. Lui-même. Et ensemble, ils forment un noyau redoutable. Ils sont intelligents, ils parlent plusieurs langues, ce sont d'excellents marins, et surtout, ils sont audacieux. Ils s'installent d'abord à Djerba. Un point stratégique en Méditerranée. Tout à fait. Et ils ne se contentent pas d'amasser des richesses pour eux. Ils comprennent très vite l'importance des alliances politiques. Ah oui? Comment ça? Eh bien, ils s'associent avec les souverains locaux. L'émir Hafsid de Tunis, par exemple, leur accorde le droit d'utiliser le port de la Goulette, en échange, bien sûr, d'une part du butin. Malin. Et plus important encore, ils nouent des liens avec la puissance montante, l'Empire ottoman. Ils offrent leurs services au futur sultan Sélim Ier. L'accord, c'est un partage des prises contre un soutien militaire, notamment des janissaires, ces soldats d'élite. C'est un calcul politique très habile déjà. On voit que l'ambition dépasse la simple course. Clairement. Et leur action prend une autre dimension après 1492, la chute de Grenade et les expulsions des musulmans et des juifs d'Espagne. Il joue un rôle là-dedans. Absolument. Entre 1504 et 1510 environ, les frères Barberousse participent activement à l'évacuation de milliers de réfugiés andalous. Ils les transportent vers l'Afrique du Nord, vers l'Empire ottoman. Ça a dû leur donner une popularité immense. Énorme. Et une aura de protecteur de l'islam. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'Harouj gagne son surnom, Baba Harouj, Père Harouj. Qui devient Barberousse. Oui, soit par déformation phonétique, soit parce qu'il avait effectivement une barbe rousse. Les sources divergent un peu. Et c'est un nom que Khayr ad-Din adoptera plus tard. À partir de là, leur activité devient frénétique. Ils écument la Méditerranée occidentale. C'est ça, raid sur les côtes italiennes, espagnoles. Les prises spectaculaires se multiplient. On parle de 23 navires capturés en un seul mois en 1512. Ils deviennent vraiment la terreur des mers. Et cette montée en puissance coïncide avec les ambitions espagnoles en Afrique du Nord. Exactement. L'Espagne a terminé sa reconquista, elle est lancée dans l'aventure américaine, mais elle veut aussi sécuriser son flanc sud, et même s'étendre en Afrique du Nord. Pourquoi? Le testament d'Isabelle la catholique, en 1504, est très clair. Il faut continuer la reconquête sur les terres africaines, vues comme d'anciennes provinces romaines, et puis il faut contrôler la côte pour éviter les raids, comme ceux des Barberousses. Et l'Espagne profite aussi des divisions internes au Maghreb pour s'implanter. Tout à fait. Le Maghreb est divisé, Ouattacide au Maroc, Zayanide à Tlemcen, Hafsid à Tunis. Les Espagnols jouent sur ces rivalités, ils prennent des points clés sur la côte, Melilla, Oran, Bougie, Tripoli. C'est une menace directe pour les Barberousses aussi. Bien sûr, leur terrain de jeu est menacé, la confrontation devient inévitable. Alors comment ils réagissent, les frères? Ils passent à l'offensive directe contre les Espagnols. Après avoir repris Djerba aux Génois, qui sont alliés des Espagnols, Harouj attaque Bougie en 1512. Et c'est là qu'il a son accident? Oui, c'est un échec sanglant. Il perd son bras gauche, arraché par un boulet de canon. Ah oui! Mais l'homme est tenace. Il revient en 1514 avec une prothèse en argent, dit-on. Nouvel échec. C'est un coup dur pour lui. Mais l'opportunité se présente ailleurs, à Alger, en 1516. C'est ça. L'émir d'Alger, Salim al-Toumi, est inquiet à cause d'une forteresse espagnole construite juste en face de son port sur un îlot, le Peignon d'Alger. Il appelle Harouj à l'aide. Et Harouj arrive. Oui, mais avant même d'arriver à Alger, il élimine un corsaire rival à Cherchel. Ça montre déjà qu'il ne compte pas partager le pouvoir. Il entre à Alger en libérateur, il commence à bombarder le Peignon. Et là, il montre un visage beaucoup plus né, politique et même brutal. C'est le moins qu'on puisse dire. Il soupçonne l'émir al-Toumi de comploter avec les Espagnols, ou peut-être que c'est juste un prétexte. Il le fait assassiner dans son bain. Et il prend le contrôle total d'Alger. Il mate ensuite très violemment une révolte de notables locaux. Sa prise de pouvoir est brutale. Mais efficace, apparemment. Très efficace. Quand les Espagnols débarquent une grosse expédition pour reprendre la ville, Harouj leur inflige une défaite cuisante. Il est maintenant le maître d'Alger. Et il ne s'arrête pas là. Il a des ambitions qui dépassent Alger. Oui, il se voit vraiment en fondateur d'un État. Il étend son pouvoir vers l'intérieur des terres. Média, Miliana, Ténès. Puis il s'immisce dans les querelles de succession du royaume voisin de Tlemcen. Comment ça? Il est appelé pour aider le sultan légitime, qui avait été chassé par un parent allié aux Espagnols. Il le rétablit sur le trône. Puis il le fait exécuter, lui et toute sa famille, et il prend le pouvoir à Tlemcen. C'est radical. Très.
Et cette cruauté, cette ambition démesurée, ça finit par se retourner contre lui. C'est ce qui va causer sa perte. Exactement. Les habitants de Tlemcen sont horrifiés, ils appellent les Espagnols d'Oran à l'aide. Une grosse armée espagnole marche sur Tlemcen. Et là, ça tourne mal pour les Barbarousse. Oui. Ishak, le frère d'Arouj, meurt en défendant une forteresse. Arouj, lui, est assiégé dans Tlemcen. Il réussit à s'enfuir, mais il est rattrapé près d'une rivière. Il se bat jusqu'au bout, mais il est tué en 1518. Et sa tête est envoyée en Espagne. Fin de l'acte 1, en quelque sorte. C'est ça. Kheireddine, le cadet, se retrouve seul, héritier d'une situation difficile à Alger et d'un nom déjà célèbre. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il prend le nom de Barberousse en hommage à son frère. Et la légende dit qu'il se teint la barbe en roux. Après un moment d'incertitude, il reprend les choses en main à Alger. Il arrive à tenir la ville. Oui, et il repousse même une nouvelle attaque espagnole, menée par un certain Hugo de Moncada. D'ailleurs, la flotte espagnole est encore une fois dispersée par une tempête. C'est un élément récurrent. Incroyable. Et pour montrer sa détermination, face à une offre de rançon de Charles Quint pour le prisonnier espagnol, il refuse et en fait exécuter plusieurs. Il montre les muscles. Mais il doit se rendre compte qu'il ne peut pas tenir Alger tout seul face à la puissance de Charles Quint. C'est toute la lucidité politique de Kheireddine. Il comprend qu'il a besoin d'un allié puissant, très puissant. L'Empire ottoman. Exactement. Il prend une décision stratégique capitale. Il offre Alger au sultan ottoman, Sélimi Ier, puis à son successeur, Solimon le Magnifique. Il devient vassal de l'Empire. Oui. En échange de cette allégeance, il reçoit le titre de Belarbé, gouverneur général. Il reçoit des troupes d'élite, 2000 janissaires et surtout le soutien de la flotte ottomane. Alger devient officiellement une régence ottomane. C'est un tournant majeur. Il ancre son pouvoir à la plus grande puissance musulmane de l'époque. Tout à fait. Ça stabilise sa position de manière décisive. Et ça montre qu'il n'est pas seulement un guerrier, c'est aussi un administrateur, un politique. Il gère Alger, hein. Oui, il ramène le calme, il développe le port, il en fait une base navale de premier plan, un centre commercial, il nomme des caïds pour administrer. Bon, il a un revers temporaire. Ah oui. Il perd la ville pendant un temps, vers 1520, face à une révolte kabyle menée par le royaume de Koukou. Il doit se replier sur sa base de Gigel, mais il revient en force et reprend Alger en 1527. Et son grand moment à Alger, c'est la prise du fameux Peignon, cette forteresse espagnole. Exactement, en 1529. Après plusieurs tentatives, il réussit enfin à prendre ce fortin qui narguait la ville depuis des années. Il le fait raser. Oui. Et avec les pierres, il fait construire une immense jetée qui relie l'ancien îlot à la terre ferme. Ça crée le port d'Alger tel qu'on le connaîtra pendant des siècles. C'est un exploit énorme. J'imagine que ça impressionne à Constantinople. Énormément. Cet exploit, plus la capture d'un navire espagnol important, lui valent les plus grands honneurs de la part de Sulayman. Il est nommé Ghazi, guerrier de la foi. La rivalité avec Charles Quint monte encore d'un cran. L'empereur a face à lui un adversaire redoutable sur mer. Tout à fait. Et Charles Quint réagit en recrutant le meilleur amiral de son temps, le Génois Andrea Doria. Ah, Doria, le grand rival. Exactement. La lutte entre Dora et Barberousse va devenir un des grands feuilletons de la Méditerranée pendant des décennies. Doria attaque Cherchel en 1531. La tension monte. Sulayman s'inquiète de plus en plus de la menace espagnole. Et il décide de jouer sa meilleure carte. Il convoque Kheireddine à Constantinople, vers 1533. Le corsaire devenu régent d'Alger qui se retrouve au cœur du pouvoir ottoman. Comment il est reçu? Il impressionne beaucoup. Par son expérience, sa connaissance parfaite de la Méditerranée occidentale, sa vision stratégique. Il gagne la confiance du grand vizir Ibrahim Pacha. Et Souliman? Souliman lui donne le titre suprême, Kapoudan Pacha, grand amiral de toute la flotte ottomane. C'est une promotion incroyable. Phénoménal. Sa mission, moderniser la flotte, la rendre plus efficace et porter la guerre navale au cœur des possessions espagnoles. Premier objectif majeur, Tunis. Il n'est plus seulement le régent d'Alger, il est le commandant en chef de la marine impériale. C'est ça, un changement d'échelle total. Et sa première grande campagne, comme grand amiral, commence par une anecdote assez étonnante. Oui, l'attaque de Fondi, en Italie, en 1534, pour essayer d'enlever la duchesse Giulia Gonzaga, qui était célèbre pour sa beauté. L'idée était de l'offrir au harem de Solimon. Et ça marche? Non, elle réussit à s'échapper de justesse,
Mais ça montre l'audace, et peut-être aussi un peu la part de corsaire qui restait en lui. Ensuite, il met le cap sur Tunis. Et il prend Tunis. Oui, il s'en empare, il chasse le souverain local qui était allié aux Espagnols. Mais Charles Quint ne peut pas laisser Tunis, si proche de la Sicile et de l'Italie, aux mains des Ottomans. La réaction est immédiate et massive. En 1535, Charles Quint mène personnellement une expédition gigantesque, avec Andrea Doria bien sûr. Et cette fois, c'est Charles Quint qui gagne. Oui, Tunis est reprise après un siège sanglant. C'est une grande victoire pour l'empereur, célébrée dans toute l'Europe chrétienne. Mais Barberousse, Il s'échappe encore. il réussit encore une fois à s'enfuir avec une partie de sa flotte. Sa capacité à se sortir des pires situations est assez incroyable. Il est prêt à reprendre le combat. C'est fascinant de voir comment ces conflits en Méditerranée s'intègrent dans un jeu d'alliances beaucoup plus large, notamment avec la France de François Ier. Tout à fait. François Ier est pris en étau par les territoires de Charles Quint, les Habsbourg. Il cherche désespérément des alliés. Et il va les chercher loin. Oui, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, même si c'est le sultan ottoman. Surtout après la défaite de Pavie en 1525, où François Ier est fait prisonnier par Charles Quint. Les contacts avec les Ottomans s'intensifient. Ce qui mène à cette fameuse alliance, un pied, comme on l'a appelé. Le roi très chrétien allié au sultan. Une alliance scellée par les capitulations de 1536. C'est un traité commercial, politique, qui donne des avantages aux Français dans l'Empire ottoman. Et dans ce contexte, Barberousse devient un pion potentiellement très utile pour François Ier contre Charles Quint. Il y a une tentative d'action commune. Oui, en 1538, il y a une nouvelle guerre entre Venise et l'Empire ottoman. Barberousse mène la flotte ottomane, il ravage les îles vénitiennes. François Ier avait promis d'attaquer Charles Quint en Italie au même moment pour coordonner. Et il le fait. Non, le roi français se défile au dernier moment. Barberousse n'a pas dû être ravi. Pas du tout. Mais ça ne l'empêche pas de remporter, peu après, une victoire navale absolument éclatante. La bataille de Preveza, en 1538. Contre qui? Contre une flotte immense de la Sainte Ligue. Espagne, Venise, le Pape, Malte. Commandée par son éternel rival, Andrea Doria. Et Barberousse gagne. Oui. Alors qu'il est en infériorité numérique, il utilise une tactique brillante, il met Doria en déroute. C'est peut-être sa plus grande victoire navale. Elle assure la domination ottomane en Méditerranée centrale pour des décennies. Venise est obligée de faire la paix. Charles Quint doit être furieux. Il décide de frapper Barberousse chez lui, à Alger. C'est ça. En 1541, il monte la plus grande expédition maritime de son temps pour prendre Alger. C'est son objectif personnel. Et là, C'est un désastre total pour Charles Quint, un fiasco monumental. qu'est-ce qui se passe? Une tempête terrible s'abat sur la flotte au moment du débarquement. Ensuite, des pluies torrentielles empêchent l'artillerie de fonctionner, les maladies se répandent. Et Hassan Aga, le lieutenant que Barberousse avait laissé à Alger, mène des sorties très efficaces. Et Charles Quint doit repartir. Il est obligé de rembarquer piteusement en abandonnant une partie de son armée et de son matériel. C'est une humiliation terrible pour l'empereur le plus puissant d'Europe. Cette défaite de Charles Quint, ça redonne des idées à François Ier pour une action commune avec les Ottomans. Oui. Ce qui nous amène à l'épisode assez controversé du siège de Nice. En 1543. C'est ça. La flotte de Barberousse, énorme, plus de 100 galères, rejoint la flotte française à Marseille et ensemble, ils vont assiéger Nice. Qui appartient à qui à l'époque? Au duc de Savoie, qui est un allié de Charles Quint. La ville basse est prise, pillée, mais la citadelle résiste. Finalement, c'est un demi-échec et les tensions sont très vives entre les Français et les Ottomans. Et ça ne s'arrange pas avec l'hiver qui arrive, l'épisode de Toulon. Ah oui, l'hivernage de la flotte ottomane à Toulon. C'est un épisode unique et assez sombre. Pour garder l'alliance, François Ier accepte que les 30 000 marins et soldats de Barberousse passent l'hiver 1543-1544 à Toulon. 30 000 hommes? Oui. À Toulon? Oui. La population locale est évacuée de force, la cathédrale est transformée en mosquée, on parle même d'un marché aux esclaves. C'est une véritable occupation qui laisse des souvenirs très amers. Et Barberousse ne part pas comme ça au printemps, j'imagine. Ah non, il exige une somme énorme, on parle de 800 000 écus d'or, plus des provisions pour payer ses troupes et comme dédommagement avant de lever l'ancre. Et François Ier paye. Il est humilié mais il est coincé. Il paye. Barberousse quitte Toulon en mai 1544.
Et en partant, il ne se gêne pas pour ravager quelques côtes italiennes sur le chemin du retour. Cet épisode a dû peser lourd. Très lourd. Ça contribue d'ailleurs à pousser François Ier à signer la paix avec Charles Quint peu de temps après. C'était devenu intenable. Barberousse, à ce moment-là, il est très âgé pour l'époque. Plus de 70 ans. C'est la fin de sa carrière, hein. Oui, c'est un âge canonique. Il mène encore un dernier petit raid, capture quelques navires espagnols, histoire d'eux. Et puis il se retire à Constantinople, couvert de gloire, de richesse. Et il meurt quand? Il passe ses dernières années à faire construire un palais, une mosquée, une école coranique. Il profite de son immense prestige. Il meurt de maladie, sans doute la peste ou une forte fièvre, en 1546. Et on se souvient de lui à Constantinople? Oh oui, son mausolée à Beşiktaş, sur les rives du Bosphore, est devenu un lieu de vénération pour les marins ottomans pendant des siècles. Avant de partir en campagne, il venait saluer sa tombe. Quel héritage complexe, quand même. D'un côté, pour l'Europe chrétienne, c'est le fléau de la Méditerranée, le corsaire impitoyable. Oui, l'image du barbare sanguinaire. Et de l'autre, en Turquie notamment, c'est un héros national, un des plus grands amiraux de l'histoire ottomane. C'est exactement cette dualité qui le rend si fascinant. Mais au-delà des jugements moraux, son impact historique est indéniable, colossal. Il a été un acteur majeur de la géopolitique du XVIe siècle. Il a traité d'égal à égal, ou presque, avec les plus grands. Soliman, Charles Quint, François Ier. Il a vraiment changé la donne en Méditerranée. Il a joué un rôle clé dans l'affirmation de la puissance navale ottomane et aussi dans l'intégration de l'Afrique du Nord, enfin d'une partie, à l'Empire ottoman. C'était un stratège naval hors pair, un politique rusé, un bâtisseur d'État, bien plus complexe que l'image du simple pirate barbu. En retraçant ce parcours, on comprend mieux comment, dans ce chaudron méditerranéen du XVIe siècle, fait de guerre, de religion, mais aussi d'échanges constants, un homme comme Khayr ad-Din a pu, par son audace, son intelligence, ses alliances, Oui. passer de fils de potier à grand amiral de l'Empire ottoman et façonner l'équilibre des forces pour longtemps. C'est une trajectoire absolument exceptionnelle. Ça défie l'imagination. Et ça montre à quel point cette période était fluide, pleine de risques, mais aussi d'opportunités incroyables pour ceux qui savaient les saisir. Et ça nous laisse peut-être avec cette question pour finir. Qu'est-ce que cette ascension fulgurante nous dit sur les dynamiques de pouvoir, de conflit dans cette Méditerranée qui était déjà un carrefour des civilisations? Et comment cet héritage de Barberousse, qui mêle guerre navale, construction politique, jeu diplomatique, comment cet héritage continue-t-il d'influencer, même symboliquement, les relations dans cette mer aujourd'hui? C'est une question essentielle, oui. L'ombre de Barberousse, comme le nom de cette frégate turque nous le rappelle au début, eh bien, elle n'a pas fini de planer sur les eaux méditerranéennes. Son histoire nous invite vraiment à regarder au-delà des clichés pour saisir toute la complexité des enjeux, passés et peut-être aussi présents.